Ok, alors du coup, rebonjour à tous. Donc, je me suis présenté hier, donc je vais le faire très très succinctement s'il y a des gens qui n'étaient pas là hier et qui seront là aujourd'hui. Donc, Mathieu Gommet, je suis ingénieur d'études à l'INRAE, à la station de l'unité expérimentale PEMA, la pisciculture expérimentale des Monts d'Arrée à Sizun. Et donc, mon champ d'études, c'est le système d'élevage piscicole et l'environnement, et en particulier dans les systèmes d'élevage piscicole, les systèmes en circuit recirculé, avec du coup des outils expérimentaux sur notre site qui existent depuis une bonne dizaine d'années, et des nouveaux outils expérimentaux qui sont en cours de finalisation, de développement. Et donc, pour cette deuxième intervention dans ces journées, on m'a demandé dans la suite un peu justement de cette super introduction, notamment sur l'aliment, de parler de la gestion et de la valorisation des effluents d'élevage. Donc, merci Yann d'avoir parfaitement introduit les choses, puisque tu as parlé évidemment de l'aliment, mais ensuite de ce qu'il devient dans le poisson, et ce qu'il en est de ses rejets, avec des notions chiffrées, des proportions, etc. Donc ça va me permettre de passer un peu plus rapidement sur ces éléments et de me concentrer sur derrière, justement, qu'est-ce qu'on va faire de ces éléments. Donc je passe assez vite, hein. Yann a très bien expliqué ça, c'est évidemment son travail. Donc on donne de l'aliment aux poissons, et moi, ce qui va m'intéresser ici dans cette partie de présentation, c'est les rejets derrière. Donc Yann les a caractérisés, il a même expliqué, et c'est ça qui était super intéressant, d'où viennent finalement, enfin de quelle partie de dégradation de telle matière première vient tel ou tel élément de rejet. Donc ça, c'est ça qui était le plus pertinent. Et donc on a, pour moi, entre guillemets, on va dire quatre types de rejets. Donc le CO2, on en a parlé. Donc je ne vais pas vraiment, dans ce qui est de la gestion et de la valorisation des effluents, je ne vais pas vraiment le traiter, parce que clairement, c'est des choses qui, de toute façon, comme l'a dit notamment Mathieu, d'un point de vue de l'état sanitaire des poissons, est de toute façon traité dans la boucle même du circuit recirculé. À un moment, on va forcément dégazer le CO2. Donc, c'est un effluent, certes, de l'élevage, mais il est pris en charge pour moi dans la boucle du système recirculé. Et là, je vais plutôt me concentrer de ce qui sort vraiment de notre boucle de circuit recirculé. Je vous montrerai le petit schéma tout à l'heure. Et donc, en grande partie, ces fameux rejets dissous et ces fameux rejets solides dont parlait Yann tout à l'heure. Donc, en gros, deux grandes familles de rejets, même s'il y en a évidemment d'autres, mais en proportion et en impact environnemental, pour l'instant, c'est vraiment ceux-ci sur lesquels on va se concentrer. Les rejets azotés, donc comme l'a dit Yann, très majoritairement sous forme dissoute et sous forme NH4+, donc en équilibre avec le NH3, effectivement, à faire attention, comme disait Mathieu tout à l'heure. Et les rejets phosphorés, et principalement, comme le disait Yann tout à l'heure, sous forme particulière dans les fesses. Et donc, dans notre schéma d'hier, du schéma un peu simpliste, mais malgré tout du système recirculé, là, on va se concentrer aujourd'hui sur ce fameux trop-plein là, qui est assez rudimentaire, puisque évidemment, on a notre eau neuve là, qui va être ici, et puis à un moment donné, trop-plein. D'accord, ça sort du système dans les proportions différentes en fonction du taux de fermeture du système. On a expliqué hier qu'on pouvait avoir entre 50 et 0,5 mètres cubes par kilo d'aliments. Donc évidemment, notre quantité ici de trop-plein va être différente en fonction du taux de fermeture du système. La nature de ce qui va en sortir, malgré tout, reste globalement tout le temps les mêmes, puisque les rejets des poissons sont globalement tout le temps les mêmes. C'est plutôt ensuite des notions de concentration, puisqu'évidemment, on va, pour une quantité d'aliments donnée, avoir une quantité de rejet fixe, qui est mathématique par rapport au modèle poisson qu'a exprimé Yann. Par contre, on va le diluer plus ou moins dans une quantité d'eau neuve, évidemment, et donc dans une quantité d'eau, on va dire, sale, qui va sortir du système, de notre fameux trop-plein. Et donc, c'est là où on va voir qu'en fait, le gros intérêt des systèmes recirculés, c'est qu'on va pouvoir diminuer cette quantité, enfin surtout augmenter la concentration en diminuant la quantité d'eau dans laquelle cette quantité de rejet est diluée. Donc ce trop-plein, comme je disais tout à l'heure, en fait, on peut le caractériser, on va dire, en fonction du taux de fermeture du système, en deux éléments. Une fraction que je vais appeler de l'eau peu chargée en matière en suspension, qui est composée en fait de très peu de particules, et dont ces particules ont la caractéristique d'être pas décantables. En gros, c'est
C'est une eau claire, mais malgré tout, il y a un peu de matière organique dedans. C'est une couleur, ça peut être une eau jusqu'à, enfin, soit assez limpide avec très très peu de milligrammes par litre. J'ai mis de 1 à 5 milligrammes par litre. Et cette caractéristique de cette eau aussi, c'est que globalement, c'est une solution riche en azote et surtout en nitrate dans notre système recirculé, puisque notre biofiltre il va transformer l'ammonium en nitrate. Donc voilà, ça c'est une première partie d'eau qui va sortir de notre système. Globalement, ça, dans un système recirculé qui n'est pas trop fermé, par exemple entre 10 et 1 mètre cube par kilo d'aliments, ça va correspondre au trop-plein général du système, en gros, puisque évidemment, il y a forcément de l'eau qui rentre, donc il y a forcément de l'eau qui sort, et cette eau qui sort, ça va être à peu près ces caractéristiques-là. Et après, il y a un deuxième type d'eau, pour moi, qui sort de ce système, dans le trop-plein, qui est un peu vague quand on dit juste trop-plein. C'est une fraction d'eau que j'appellerais chargée en MES. Donc là, on voit bien que ce n'est plus du tout la même catégorie de concentration en matière en suspension, entre 100 à 500, voire plus, en fonction de la performance de la filtration mécanique. Et en fait, ça, c'est vraiment l'eau qui est issue dans la boucle. Quand j'ai dit tout à l'heure, on avait notre boucle, on a vu qu'ici, on avait un endroit où on avait une filtration mécanique des rejets. On a dit hier que c'était indispensable dans le fonctionnement de la boucle du système recirculé. C'est cette eau qui est ici, cette eau qui est fortement chargée en MES, avec beaucoup de particules. Et dans la caractéristique de ces particules, et c'est un avantage aussi, on verra tout à l'heure ce qu'on en fait, c'est que ces particules sont majoritairement décantables et assez facilement décantables, donc on va s'en servir évidemment. Et comme l'a dit Yann, ces particules, elles sont composées globalement des fesses des poissons, évidemment, et elles sont très riches en P, en phosphore, puisque le phosphore, c'est la forme, le phosphore particulier est excrété, le phosphore est excrété principalement sous forme particulière, comme l'a dit Yann tout à l'heure, chez les poissons. Donc, on va avoir deux types d'eau qui va sortir de ce système. Et c'est pour moi uniquement les proportions qui vont changer en fonction du taux de fermeture du système. Plus notre système est fermé, plus on va avoir de l'eau ici chargée en MES qui va sortir, jusqu'à arriver à un système qui est tellement fermé que la seule sortie d'eau, comme j'expliquais hier, c'est l'eau, par exemple, de contre-lavage du filtre mécanique ou l'eau de backwash du filtre à sable sous pression. Enfin voilà, vraiment l'eau qui sert à nettoyer l'eau. Si vous vous rappelez hier, tout en haut de ma courbe du schéma un peu du système recirculé ultime, où en fait notre facteur limitant, ça devient carrément l'eau qui est nécessaire pour nettoyer l'eau. Donc quand on est ici, on est vraiment dans cette partie où on n'a vraiment que de l'eau chargée. Si on a un système plus ouvert, comme hier parlait aussi Didier, sur les systèmes, par exemple, en truite qui existent, où on est à 3 à 5 mètres cubes par kilo, on a évidemment cette partie d'eau chargée en MES, mais on a aussi toute une grosse partie d'eau, finalement, en proportion du débit qui sort du système, qui est celle-là. L'eau peu chargée en MES est riche en azote sous forme nitrate. Et là, on verra que du coup, ça va nécessiter de mettre en place des systèmes de traitement qui vont être différenciés, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes types d'eau. Le gros avantage de la recirculation, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, les débits sortants, ils sont nettement plus faibles que dans le système ouvert. À quantité d'aliments égale, c'est notre fameux ratio mètre cube par kilo d'aliments, on a évidemment beaucoup moins d'eau en quantité, et donc cette quantité de rejet, elle va être beaucoup plus concentrée. Et donc ça va la rendre comment plus facilement utilisable et traitable dans des systèmes de traitement existants qu'on n'invente pas. On n'a rien inventé pour l'instant, enfin, à part la dénitrification peut-être un peu, et encore en système d'épuration humain, par exemple, c'est des choses qui sont tout à fait utilisées. On le disait hier, Didier le disait hier, on n'a pas inventé la roue. Par contre, on ne fait que concaténer des choses qui existent déjà et voir dans quelle mesure ils deviennent performants. Et donc là, c'est ça où en fait l'intérêt des RAS, ça va permettre de mettre en place des systèmes. C'est pour ça que j'appelle innovant entre guillemets, parce que c'est innovant dans les systèmes aquacoles, mais ce n'est pas innovant dans les systèmes de traitement de l'eau, par exemple en station d'épuration, en eau urbaine, en eau industrielle, etc. C'est des choses qui peuvent exister, mais qui étaient complètement inaccessibles parce que quand on a 1 mètre cube seconde avec 1 mg par litre de MES, ça paraît complètement illusoire de dire je vais récupérer les MES. Par contre, si on a 1 mètre cube heure avec 500 mg par litre de MES, là, on peut se dire, OK, je peux commencer à mettre en place un système qui va me permettre de récupérer les MES et donc de récupérer les rejets en phosphore, par exemple, et de la même manière pour le N, quand on va vouloir récupérer l'eau de quelques mètres cubes heure à 20, 30, 40, 100 mg par litre de nitrate, par exemple. Donc, c'est pour ça que j'appelle innovant, entre guillemets, parce qu'on va aller vers des systèmes qui existent, mais qu'on va appliquer au système recirculé.
Donc, pour ce qui est de la fraction d'eau peu chargée en MES, donc je disais tout à l'heure, il y a peu de particules, donc ça ne va pas trop nous gêner d'un point de vue de la quantité de matière organique dans le système. Elles sont non décantables, donc il ne faut même pas essayer d'imaginer de les faire se décanter à un moment donné. Voilà, clairement, on peut les laisser 3 heures dedans, 10 heures dedans, ça ne va pas se décanter, ou très 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 peu, donc ce n'est pas pertinent. Et elles sont très riches en azote, et majoritairement, évidemment, comme je disais tout à l'heure, du nitrate, puisque c'est la forme de dégradation suite au biofiltre qui va transformer l'ammonium en nitrate. Une première solution, en fonction des débits, en fonction des choix techniques, etc., on en a parlé un peu hier, c'est la dénitrification bactérienne. Donc, on va utiliser d'autres bactéries dans notre élevage. Donc, on va faire un autre élevage de bactéries que Nitrosomonas et Nitrobacter qui font, elles, la nitrification. Où on va continuer le cycle de l'azote avec les bactéries, on va transformer nos nitrates en N2, donc principalement gazeux, et en biomasse bactérienne. Donc, notamment, par exemple, là, on parlait des bioflocs aussi hier, c'est aussi une autre valorisation, ce serait une voie de dénitrification aussi. Là, je parle plutôt de la dénitrification bactérienne anaérobie. Donc, du coup, on pourrait imaginer, hein, c'est ce qui se fait en race des médias, mais par contre, cette fois en anaérobie, donc dans un compartiment, vous imaginez bien, à part de la boucle, puisque notre boucle principale de recirculation, elle est forcément aérobique, et parce que déjà les poissons ont des gros besoins d'oxygène, les bactéries aussi, on en a parlé tout à l'heure, hier sur la nitrification. Ici, c'est des conditions anaérobies, donc on imagine bien que c'est un compartiment complètement à part. Et ces bactéries-là, elles doivent, comme substrat, alors évidemment les nitrates, mais aussi une source de carbone. Elles doivent avoir une source de carbone que j'ai appelée simple. Alors pourquoi simple? Parce qu'il faut que ce soit des chaînes de carbone qui soient relativement petites pour que ce soit efficace. On peut se dire, bah oui, dans l'eau, on a dit qu'il y avait des particules, là, il y a de la matière organique. En plus, elle est toute petite en termes de taille, elle est décantable, ça pourrait servir comme source d'aliments pour ces bactéries anaérobies avec les nitrates pour qu'elles fassent du N2. Pourquoi pas, mais ce ne sera pas forcément très efficace. Donc souvent, dans ce type de système de dénitrification, on ajoute une source carbonée, donc simple, donc du méthanol la plupart du temps, mais aussi ça peut être des sucres très, 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 très simples. Mais grosso modo, il faut imaginer qu'il y a besoin quand même d'une source de carbone. Donc ça fait un intrant supplémentaire. C'est quelque chose qui est... Donc c'est une réaction bactérienne, hein, donc il y a des conditions de pH, de température, etc. à valider pour avoir une performance attendue. Et ça se dimensionne relativement facilement. En tout cas, c'est des choses qui sont connues, avec une performance attendue. Et ça devient un organe, finalement, supplémentaire au système, qui va nous permettre de récupérer de l'eau, puisque on va transformer nos nitrates en N2, et donc on va les éliminer du système, les faire s'en aller du système. Et donc, on va pouvoir réintégrer cette eau qui aura été nettoyée dans le système. Et c'est là qu'on obtient la boucle que j'ai entourée en rouge, là, puisque donc on a notre boucle principale que j'ai montrée tout de suite. Et en fait, là, au lieu d'avoir le simple trop-plein, terminé, tout ça s'en va, en fait, non, on va avoir une première filtration, enfin une deuxième filtration mécanique. Et ici, là, notre filtration biologique est dénitrification. Et donc, cette eau, elle est de nouveau elle est nettoyée, entre guillemets, de sa partie azotée en tout cas. Et on va pouvoir imaginer la réintroduire dans le système. Donc, c'est ce qui se passe dans des systèmes recirculés très, très, très fermés, où on a un compartiment de nitrification. Mais on voit bien qu'ici, là, attention, on a un endroit où on a une deuxième filtration mécanique. Parce qu'en fait, c'est des systèmes qui sont tellement fermés, comme j'expliquais tout à l'heure, que en fait, l'eau qui sort du système, ce n'est pas l'eau d'un simple trop-plein, si on était à 3 à 5 mètres cubes par kilo d'aliments. Là, on est déjà à 1 mètre cube ou en dessous par kilo d'aliments. Donc, on est déjà à un système où finalement, le facteur limitant, c'est l'eau, c'est-à-dire que l'eau, pour nettoyer l'eau, finalement, nos 500 mg par litre là, dont je parlais tout à l'heure, voilà, on peut imaginer réutiliser cette eau-là. Et donc, on verra tout à l'heure, là, la deuxième filtration mécanique, qu'est-ce qu'on en fait. Une autre forme d'utilisation et de traitement de ces eaux-là, autre que la dénitrification, c'est ce que j'ai appelé, alors j'ai mis 2 termes, phytoépuration, ça c'est des choses qu'on connaît, c'est des choses qui existent en épuration, notamment humaine ou des eaux industrielles. Et j'ai mis phytovalorisation, parce qu'en fait, ce que je ferais comme simple différence entre les deux, c'est qu'on a une phytoépuration où en fait, la biomasse végétale produite, puisque l'idée c'est bien d'utiliser les végétaux pour capter notamment les nitrates et du coup purifier notre eau et transformer, continuer notre cycle de l'azote et du coup pouvoir réutiliser l'eau.
La simple différence que je ferai entre phytoépuration et phytovalorisation, c'est que là, la biomasse végétale, donc j'ai mis aquaponie, végétale, on va s'en servir au sens propre, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire une production, la plupart du temps comestible, avec cette eau qui sort du système. Là où dans la phytoépuration, on peut imaginer faire de la biomasse végétale, mais en gros, la production végétale, ce n'est pas le cœur du système et du modèle. C'est vraiment, il est là, la biomasse végétale est là pour épurer l'eau, mais on ne fait pas grand-chose de cette biomasse végétale, si ce n'est de la biomasse pour faire, par exemple, l'énergie, etc. Et donc, c'est là où, en fait, à la place de notre dénitrification dans notre modèle, on peut aussi imaginer phytotraitement, phytovalorisation, biomasse végétale, et donc aquaponie. J'en parle un tout petit peu parce que tout à l'heure, on en parlera plus longuement avec notamment Pierre sur l'aquaponie. Donc, je ne m'étends pas. C'est des sujets, évidemment, qu'on traite, nous, à la station, en étant partenaire depuis de nombreuses années avec d'autres, Itavi, le lycée de la Canourgue, etc., sur des thématiques d'aquaponie et donc de valorisation à des fins de production commerciale de végétaux, de cette eau riche en nitrates qui sort de notre système. Là, j'avais quelques petites illustrations, donc filtration, marais planté, ça c'est des choses, voilà, on n'a pas inventé, on a juste finalement greffé un système existant, notamment par exemple en station d'épuration, mais qui devient pertinent puisque l'échelle de nos fameux quelques mètres cubeurs à 100, 200 mg par litre de nitrate, ça devient pertinent, là où nos mètres cubes secondes à 10 grammes de nitrate, c'était complètement impossible d'imaginer, puisqu'on aurait imaginé des hectares et des hectares de marais pour traiter la même quantité d'eau. Voilà quelques illustrations sur cette du coup phytovalorisation, j'ai plutôt appelé comme ça, avec de la production végétale. Donc là, c'est une photo de nos nouveaux outils que vous aurez l'occasion, enfin qu'on aura l'occasion de présenter plus largement quand ils seront complètement terminés. Donc nos nouveaux outils expérimentaux de production végétale en aquaponie qui sont couplés à notre nouvelle unité de production en circuit recirculé dont j'ai parlé hier. Donc ça, on aura l'occasion de communiquer plus largement dessus bientôt. Donc ensuite, notre deuxième partie d'eau. Donc notre fraction, cette fois d'eau chargée en MES, donc 100 à 500 mg par litre, avec beaucoup de particules, puisqu'on voit bien qu'il y a des grosses concentrations de... Donc typiquement, 100 à 200 mg par litre, c'est ce qui pourrait sortir d'une eau de contre-lavage de filtre à tambour mécanique dans un circuit recirculé assez classique. 500 mg par litre, ça pourrait être ce qui sort d'un backwash, d'un filtre à sable bien encrassé qu'on ne nettoie pas souvent, dans un filtre où là, enfin dans un système recirculé où on a un filtre plutôt sous pression, comme expliqué hier aussi Sébastien. Donc, cette eau, elle a la particularité d'avoir des particules décantables. Donc, là, on va s'en servir. Et surtout, comme on disait tout à l'heure avec Yann, riche en phosphore, puisque le phosphore particulier des poissons. Et là, on peut imaginer donc évidemment de la décantation, hein, puisqu'on a dit que c'était décantable, on va gêner pour enlever de l'eau par simple décantation. Mais ensuite, ça ne sera clairement pas suffisant. Et on va imaginer de la sécher, de sécher ces bouts, alors de façon plus ou moins intense, mais en gros d'essayer d'extraire au maximum cette eau pour pouvoir la réutiliser dans notre système après passage du coup sur donc soit directement, soit souvent passage par l'autre étage dont j'ai expliqué tout à l'heure, puisqu'on va en sortie obtenir de l'eau qui va être très peu chargée en particules, mais malgré tout qui va quand même nécessiter un petit traitement avant de retourner dans les poissons. Et on va pouvoir du coup, vu qu'on va sortir des bouts de notre système, imaginer les valoriser. Donc là, on a quelques exemples d'outils qui sont notamment existants à la PEMA. Donc décantation, hein, ça peut être décantation dans un simple bassin. On peut essayer d'optimiser un peu la décantation avec des décanteurs cylindro-coniques, avec des petits calculs plus fins de temps de résidence, etc. Globalement, souvent, c'est une demi-heure. Hein, les particules, au bout d'une demi-heure, vous imaginez, enfin, vous pouvez faire l'expérience, on ne va plus avoir grand-chose qui va se décanter au-delà d'une demi-heure. Ça va assez rapidement, finalement. Donc, si on dimensionne bien, on peut avoir des choses qui ne sont pas trop énormes. Donc là, on a par exemple un système qui traite l'eau de contre-lavage directement du filtre mécanique avec une décantation et ensuite un culot du coup, qui va se former ici dans le bas du décanteur qu'on va pouvoir soutirer régulièrement. Et là, on va pouvoir passer directement par simple décantation de 100 à 500 mg par litre en sortie de filtre mécanique. Alors 500, c'est beaucoup, hein, plutôt 100 à 200, à quelque chose de l'ordre de 1 à 2, voire à 3, 4, 4 c'est très beaucoup, enfin c'est beaucoup, grammes par litre.
Donc là, on a passé une immense échelle, mais on reste avec des choses qui sont très diluées, quoi. 1 ou 2 grammes par litre, c'est de l'eau préchargée dans un système, par exemple, d'épuration humain. Enfin, ils n'appellent pas ça de l'eau sale, entre guillemets. Enfin, c'est sale, d'accord, mais ça reste pas très, comment chargé pour d'autres systèmes de traitement. Par contre, on peut commencer quand même à imaginer des choses, et notamment de la flocculation. Donc là, on voyait un petit bac pour mélanger avec de la flocculation et des sacs filtrants, tout simplement gravitaires. Donc c'est un exemple. Ça permet d'obtenir des bonnes performances. On peut monter des choses comme des taux de toxicité autour des 10%. Donc le taux de toxicité, c'est le taux de matière sèche. On peut faire l'inverse, 10% de matière sèche dans nos boues. Donc là, on obtient des trucs qui commencent à être relativement intéressants. Et surtout, l'eau qui sort de ça, là, les lixivia, on peut imaginer se dire, ah d'accord, là, on a quand même enlevé énormément de matière en suspension. Donc, on va pouvoir imaginer commencer à peut-être les remettre dans le système et donc à économiser encore plus de l'eau et pouvoir farmer notre système. Donc là, c'est un autre exemple donc, tout récent à la station, puisqu'il y a eu des modifications importantes sur le système de traitement de décantation des boues à la station, à la PEMA. Et donc là, on a la même chose finalement, mais à l'échelle 1, c'est-à-dire à l'échelle de l'ensemble de la PEMA. Vous voyez ici, le grand bac ici, c'est notre cône. Donc, il faut imaginer que c'est conique. Et du coup, on a un système de pompage qui va tout au fond du cône chercher les boues qui sont issus du contre-lavage ici d'un premier grilleur assez grossier et d'un deuxième qui est un filtre mécanique assez classique utilisé en pisciculture, comme expliqué hier Sébastien. Alors nous, on est à 100 microns, on n'est pas à 60, mais on pourrait très bien… alors 60, ça ferait peut-être un peu léger par rapport au débit qu'on a, c'est toujours une question de rapport débit-efficacité. On stocke les boues ici. On va pouvoir, alors on les stocke le moins longtemps possible, puisqu'on a tout à l'heure parlé du lessivage, du phosphore, et ça c'est vrai que c'est très très important, et les extraire le plus rapidement possible, ça va permettre d'extraire le plus possible et le plus efficacement possible tout ce qu'il y a de contenu dans ces matières en suspension. Sinon, il va se mettre en place tout un tas de phénomènes, alors soit de simple lessivage, dilution, soit même de fermentation, de réactions bactériennes, aérobiques, anaérobiques. Enfin, on voit bien les décanteurs pas vidés assez régulièrement, ça vit là-dedans. Et aussi, on parlait hier des détritivores, c'est un milieu ouvert, il y a des détritivores qui vont s'installer, etc. On va avoir tout un tas d'évolutions. C'est vraiment ce qu'on attend, puisque nous, on aimerait pouvoir récupérer le maximum et surtout le plus rapidement possible les éléments N et P qui sont contenus dans ces boues pour imaginer les valoriser derrière le plus efficacement possible et en avoir le moins possible qui est relargué dans l'environnement. Donc là, même principe que tout à l'heure, on pompe plutôt que ce soit gravitaire. On emmène dans un système où là, on va imaginer quelque chose de plus efficace en termes de séchage et donc notamment par pressage, par exemple. Donc c'est la nouvelle unité qui est installée à la PEMA. Donc c'est une unité avec une échelle semi-industrielle, puisque c'est quand même une vis qui est donc une presse à vis. Hein. Donc je vous montrerai une petite vidéo tout à l'heure, très rapide de comment ça fonctionne. Et donc là, on a une échelle où c'est la plus petite vis en gros qui existe sur le marché, qui est clairement démesurément grande par rapport aux besoins de traitement de la station, en l'occurrence de la PEMA, qui pourrait très bien être adapté à une pisciculture beaucoup plus grosse, mais c'est un outil expérimental et qu'on va du coup s'efforcer de caractériser et de voir dans quelle mesure c'est des choses qui sont pertinentes pour l'installation chez des professionnels en circuit circulé. Ça existe déjà, hein, il y a des professionnels qui sont équipés de ce type de machines pour extraire les bouts de leur système de façon efficace. Donc là, on passe, alors le schéma est assez compliqué, mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est tout simplement qu'on pompe nos bouts dans le fond de notre cône. Donc là, on est à nos fameux 1 à 3, 4 grammes par litre de boue. On les amène dans notre système et là, on va avoir une flocculation. Donc, pourquoi une flocculation? Parce qu'on va avoir besoin de mécaniquement séparer beaucoup plus efficacement notre boue de notre eau. Et un des premiers systèmes pour les séparer mécaniquement, c'est d'essayer de les agglomérer. Donc, on va jouer sur un phénomène qui s'appelle la flocculation. Donc, on va ajouter un adjuvant, un flocculant. On verra derrière les questions que ça peut poser. Et ensuite, on va obtenir donc des flocs qui sont donc des agrégats de ces boues. Donc, on a déjà une phase plutôt aqueuse et une phase plutôt solide qui se forment ici dans le mélangeur. Et derrière, on va avoir un système de presse qui va contraindre mécaniquement de plus en plus fortement notre mélange. Et donc, l'eau, forcément, qui va s'égoutter
dans un premier temps, puis ensuite vraiment être pressée. Et la boue qui va sortir d'un côté et l'eau issue de la déshydratation qui va sortir d'un autre côté. Donc, je mets juste, puisque je vois que ça va au niveau timing, la petite vidéo, je ne sais pas si vous la voyez. Donc là, on a nos boues, là, ça ressemble à peu près à ça, hein, 1 à 3 grammes par litre. On a notre floculant. Attends, attends, Mathieu, on voit pas la vidéo. Ah, Enfin, pardon, attends. ça l'a pas chargé. Je vais. Si, mais c'est parce que je n'ai pas partagé. Là, le bon écran, voilà, sûrement. Ouais, donc je partage le bon écran. Et vérifie que tu coches bien la petite case partager le son, s'il y en a un, par exemple. Ou Ouais, tu... non, il n'y a pas de son, ça, c'est pas Ok. grave. Et je repartage la vidéo. Je l'ouvre, elle est là. Partager. Vidéo. Alors, attendez. On va y arriver. Vidéo. Est-ce que c'est bon là? Normalement, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, alors voilà. Donc là, on a notre eau qui arrive. Donc notre eau, c'est nos boues là, qui sont dans le fond du cône, qui sont pompées, donc 1 à 3 grammes par litre. On a notre floculant qui est injecté, alors proportionnellement à la quantité d'eau qui arrive, enfin de boue qui arrive. On a notre bac de mélange. Donc là, on va se faire la floculation. Et vous voyez très bien qu'il se passe déjà les flocs là. On a déjà une partie eau et une partie boue agglomérée qui est ici. Et donc, on a un mélange qui va être plus simple ensuite à presser que si on pressait directement notre eau issue du fond du cône. Ensuite, gravitairement, ça va passer, on va le voir tout de suite, hop, dans la presse. Et en fait, la presse, c'est tout simplement plein de disques avec une vis sans fin à l'intérieur. Et plus ça va, plus les disques ils sont rapprochés. Et donc, plus l'écart entre les disques est faible. Et donc, plus l'eau, elle va avoir de mal à sortir. Et donc, cette vis sans fin, ensuite derrière, avec un couteau, tout simplement, qui coupe, qui fait sortir du coup la boue. Donc on voit bien cette boue, hein, vous voyez, ça devient quelque chose. Alors on obtient des performances entre 20 et 25% de matière sèche. Donc c'est entre la crotte de chien et la bouse de vache. La bouse de vache étant plutôt 15 et la crotte de chien plutôt, ça dépend, mais bon, on va dire 25. Donc on a des choses qui sont d'un point de vue ensuite derrière valorisation très pertinentes pour derrière faire du co-compostage, de la valorisation, imaginer une autre valorisation. Tout à l'heure, je parlais de la nécessité des floculants. Alors, c'est une question, hein, je vais peut-être avoir des questions, notamment dans la discussion là-dessus, sur le dosage, les performances des floculants et notamment aussi leur impact environnemental. Parce que, par exemple, aujourd'hui, il faut savoir que la grande majorité, donc ça, les presses comme ça, par exemple, c'est tout à fait utilisé en station d'épuration humaine pour produire des boues séchées et pas avoir à transporter de l'eau quand on fait une vidange de décanteur avec une tonne alizée. Ça marche aussi, mais on a énormément d'eau dans notre tonne alizée par rapport à la quantité de nutriments qu'on peut épandre sur les champs. C'est de la phytovalorisation, hein, clairement, c'est de l'épandage, c'est de la phytovalorisation. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste que là, on va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus concentré, de beaucoup plus sec. Alors, le produit, comme je disais tout à l'heure, le plus utilisé, c'est des polyacrylamides. Donc, c'est un polymère du coup chimique qui est tout à fait autorisé, normé en termes d'utilisation, de concentration, etc., qui est aussi utilisé en eau potable d'ailleurs. Par contre, il a un certain coût et puis il a un impact environnemental, notamment dans ses produits de dégradation. Donc, c'est des choses sur lesquelles on aimerait travailler, notamment avec des floculants alternatifs. On a déjà fait des essais sur des floculants à base d'amidon, etc. Donc ça, c'est des pistes de recherche sur ces systèmes de traitement et de valorisation des boues qu'on a chez nous. Et puis après, il y a ces eaux de lixivia, là, parce que ces eaux de pressage, on peut imaginer les récupérer. Et surtout, il reste encore des choses intéressantes dedans en termes de nutriments. Et on pourrait en fonction des normes environnementales, les rejeter directement dans le milieu, mais on peut se dire aussi que c'est plus pertinent de faire un traitement secondaire. Et donc là, on repasserait, et c'est ce qu'on va faire à la station, sur des filtrations verticales, horizontales, type lit planté, marais, avant retour au milieu, voire avant retour aux poissons. Pourquoi pas, puisque cette fois, l'eau, elle serait d'un point de vue physico-chimique tout à fait apte, à part peut-être cette question de floculants, voire justement, c'est aussi ces questions-là qu'on se pose pour le retour au poisson éventuel et le retour en nature. Donc voilà, donc on repartirait sur ces systèmes de filières de traitement. Et puis derrière, la valorisation agronomique.
Donc, quelle valeur agronomique? Donc ça commence à être plutôt bien caractérisé. Quelle valeur agronomique, NPK, en termes d'amendement, on peut avoir sur ces boues issues de poissons. Est-ce que, en fait, on ne pourrait pas imaginer de faire du coup un déchet, un produit? Donc ça, c'est des questions de normes et de composition, mais c'est principalement des questions de normes, c'est-à-dire que si on arrive à avoir un produit avec une régularité de composition et qu'on est capable de donner une étiquette, entre guillemets, sur le produit, c'est-à-dire il contient ci, ça, etc., on peut imaginer faire certifier le produit en termes de produit d'exploitation et non de déchets, ce qui, d'un point de vue réglementaire, est complètement différent, puisque d'un point de vue du producteur, le producteur du déchet on est responsable ou pas si c'est un produit ou un déchet. Donc, c'est vraiment, quand je dis responsable, c'est de la suite de sa vie et de son utilisation. On peut imaginer, et c'est des choses qui ont été testées, qui fonctionnent très bien, alors à peaufiner, à voir d'un point de vue de l'échelle ensuite, comment on peut imaginer ça, avoir des valorisations via du co-compostage. C'est des choses qui sont très riches en N et en P, surtout en P, et peu riche en carbone, même si on disait que dans l'aliment, il y avait quand même du carbone et qu'on avait quand même cette notion de carbone à prendre en compte dans nos races quand on va avoir fini de se poser les questions de N et de P. C'est pas demain la veille. Et donc, par exemple, si on mélange avec des déchets végétaux qui sont, eux, très riches en carbone, eh ben, on va pouvoir avoir des mélanges qui sont très équilibrés et très bien équilibrés en termes de compost et d'amendement organique direct sur des cultures, et pourquoi pas sur des cultures aquaponiques, puisque on pourrait avoir un manque de P notamment, puisque l'eau qu'on utiliserait pour faire l'aquaponie, c'est principalement celle qui est riche en NO3 et peu riche en particules, puisque ça nous a des avantages, ça nous intéresse quand même un peu. Et par contre, ramener ce P et autres micronutriments via ces boues, pourquoi pas, qui ont été séchées, valorisées, éventuellement aussi enlever, hygiéniser, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est-à-dire passer par une phase de température élevée pour éliminer d'éventuels pathogènes. Donc voilà, ça a été assez succinct, mais c'est assez rudimentaire de dire trop-plein. Vous voyez bien tout ce qu'il peut y avoir dans ce fameux trop-plein et tout ce qu'on peut en faire et tout ce qu'il faut en faire, puisque je rejoins parfaitement, pour le coup, Didier là-dessus, hier, de dire qu'on ne peut pas concevoir un système recirculé sans imaginer ce qu'on fait de ce qui sort de notre système. C'est impossible. Et justement, l'intérêt de ce système recirculé, c'est qu'on peut en faire plein de choses et qu'on peut imaginer plein de choses existantes sur ce type de système. Donc voilà, évidemment, ça va peut-être ouvrir plein de questions, mais c'est le but aussi. Donc, à vos questions, et puis il n'y a pas de souci pour y répondre. Ah, on ne t'entend pas, Pierre. On ne t'entend toujours pas, désolé. Non. Pourtant, ton micro est allumé, mais effectivement, on n'entend pas. Ah. Enfin, en tout cas, moi, je ne t'entends pas. Je ne sais pas si les autres entendent. Toujours pas, désolé. Pourtant, ça marque effectivement que ton micro est activé. Ah, c'est bon. Ah non, ça, c'est Amélie. Oui, excusez-moi, je fais sortir les élèves de la classe, à part certains qui sont intéressés pour les questions. Donc, Pierre, tu as un problème de micro? C'est bon? Ah oui, on ne t'entend pas là. Merci du coup Mathieu pour cette présentation. Moi, je la vois une deuxième fois, mais toujours aussi intéressant. Surtout, tu as eu le temps de montrer la vidéo, ce qui est très bien. Ouais. En effet, il y a eu deux questions. Donc, une de Nicolas Alini qui dit est-ce que c'est mieux d'utiliser l'eau avec du NH4 ou de nitrate pour l'aquaponie? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je ne suis pas spécialiste en végétaux, mais clairement, l'absorption de l'azote par les végétaux est beaucoup plus favorable. De mes connaissances assez rudimentaires en la question, clairement, est beaucoup plus favorable pour les nitrates que pour le NH4+, quoi. Et alors, on sait que là, pour le coup, je pourrais laisser notamment répondre des gens comme Pierre. Alors, Pierre, notamment aussi Rollier, mais Pierre aussi Foucard, qui est dans l'auditoire, je crois, sur l'aquaponie. Mais clairement, les plantes sont capables d'absorber le NH4+, de mémoire. Mais pour l'absorption de l'azote, clairement, c'est beaucoup plus favorable par la voie des nitrates, quoi. Donc, c'est possible. Et de toute façon, il y a un petit reliquat de NH4+, dans notre eau qui sort de notre système, puisqu'on a un bruit de fond de NH4+.
mais on concentre quand même le N sous forme nitrate, c'est le but du biofiltre. Et clairement, je pense savoir que les nitrates sont beaucoup mieux absorbés, enfin l'azote est beaucoup mieux absorbé sous forme nitrate que sous forme ammonium chez les plantes. Mais c'est des choses qui se passent en aquaponie et qui pourraient expliquer des bonnes performances aussi en aquaponie via la diversité justement de cet apport, de ces formes d'apport azoté, contrairement à l'hydroponie par exemple, où on a le N sous quasiment une seule forme. Après, effectivement, voilà, des gens qui mettent effectivement l'ammoniac peut devenir toxique à de fortes doses pour les plantes, etc. Donc ça, c'est des discussions de spécialistes de plantes, mais oui, c'est possible, mais ce n'est pas la voie majoritaire, clairement. Pierre Foucault a d'ailleurs répondu, l'ammoniac est absorbable en moindre mesure, mais on est Voilà, plutôt sur les c'est ça. nitrates pour les plantes. L'ammoniac peut devenir toxique à forte dose pour ces plantes et surtout Voilà. les microalgues qui ont une préférence pour Voilà, l'ammoniac. exactement. Voilà. Là, il pourrait y avoir des solutions effectivement de valorisation directe de l'ammonium. On en a parlé hier, hein. Les photoréacteurs, clairement, on en a parlé hier, d'utilisation directe de l'ammonium par des végétaux, mais plutôt les végétaux aquatiques type plantes, enfin microalgues et macroalgues, effectivement. Enfin, micro surtout. Une autre question pour Mathieu, parce que j'ai vu que du coup Yann Marchand et Mathieu Jamin ont répondu à toutes leurs questions déjà sur la partie questions-réponses. Question de Gauthier Guildas, la culture de lombric est-elle utilisée en race ou a-t-elle un intérêt en race? Alors effectivement, j'ai pas du tout, je pense que Catherine Le Jolivet serait du coup frustré un peu de ma présentation. Je n'ai pas du tout effectivement présenté la notion de la possibilité de traiter les eaux de rejet d'un système recirculé via un lombrifiltre et ou lombricompostage, notamment pour les boues, la partie boue. Alors, c'est des choses qui sont tout à fait possibles et qui sont tout à fait étudiées, notamment dans le cadre du projet APIVA et plus largement dans le cadre d'autres projets de recherche, et notamment en aquaponie, et notamment en système recirculé par Catherine Jolivet à la Canourgue, et d'autres chercheurs, notamment au sein de l'INRAE, évidemment. Mais tout à fait, c'est des pistes très intéressantes et étudiées, et il y a des choses qui sont sorties ou qui vont sortir notamment via les résultats du projet APIVA, APIVA 2, etc., sur ces questions de lombrifiltre, lombricompost, pour le traitement et la valorisation des effluents. Alors surtout sur la partie matière organique, parce qu'évidemment, on ne va pas parler de la partie traitement nitrate, mais vraiment de la partie traitement des matières organiques en sortie du système. Après, tout est question de dimensionnement, et de techniques aussi utilisées, mais il y a des choses qui fonctionnent depuis quelques années même, hein, ça se compte en années, et qui sont renseignées depuis quelques années par les collègues et collaborateurs des projets de recherche qu'on mène sur ces sujets, ouais, évidemment. Désolé de ne pas l'avoir évoqué, j'ai fait une présentation assez courte pour essayer de tenir le temps. C'est normal. C'est pour ça qu'il y a les questions, donc Voilà. très bien. Une autre question de Jean-Luc Martel. Disposez-vous d'un profil type concernant la composition en matière organique? N-total Kjeldal, NNH4, P Ce que je de... disais, Voilà. donc là, ces bouts maintenant commencent à être plutôt assez bien caractérisés d'un point de vue scientifique et d'un point de vue des bouts aussi qu'on peut obtenir en élevage piscicole plus classique, qui ne sont pas issus de filières de pressage ou quoi. Il y en a, comme je dis, ça existe chez les professionnels, mais pas encore de façon très, très développée. Donc oui, on a un profil type, même si on a des fortes variabilités potentielles en fonction des conditions d'exploitation de la pisciculture, de l'aliment, des poissons, des conditions environnementales et surtout, en fonction des conditions de récupération de ces MES. Plus on les récupère rapidement, encore une fois, plus on va avoir des choses qui vont être complètes et riches en termes de composition, et plus on les laisse se faire leur vie dans de l'eau, de façon statique, pas statique, enfin comme on veut, mais en tout cas, plus elles vont évoluer. Et là, moins on va maîtriser justement leur composition, et donc plus ça va être ensuite difficile d'envisager une valorisation pertinente, ou en tout cas, clairement d'envisager d'en faire un produit. C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait qu'en race, mais même aussi en circuit ouvert, plus on sort les MES tôt, pour tout un tas de raisons, mais aussi pour leur valorisation et leur traitement, plus c'est pertinent. Merci Mathieu. Je vois qu'il y a une question, je vais changer d'interlocuteur pour Mathieu Jamin.
Une nouvelle question donc, de Théo Caron. Pourrait-il nous donner son avis quant à la qualité de l'eau récupérée suite à la décantation des eaux de contre-lavage? Donc, ça fait un lien entre ta présentation, Ouais, Mathieu, et celle de le notre Mathieu. sanitaire, évidemment. Tout à l'heure, je disais qu'effectivement, on pouvait imaginer, suite au traitement de ces eaux-là, comme je l'ai montré, que comment on pouvait imaginer le faire re-rentrer cette eau dans les systèmes recirculés. Et effectivement, je n'ai pas parlé du tout de la notion de sanitaire là-dedans. Bah, de toute façon, on est dans la boucle sanitaire, donc les éléments potentiellement pathogènes sont concentrés, mais restent les mêmes que ceux qui étaient initialement dans le circuit. Donc, Voilà. on tourne en vase clos. Je pense qu'il y a à partir du moment où il n'y a pas d'éléments pathogènes à proprement parler dans le circuit, c'est sûr que si le circuit est en pleine épidémie bactérienne, avec une entérobactérie et que les boues vont concentrer ces entérobactéries, ne pas les traiter et les réintroduire est une voie de redissémination de la pathologie. Donc, sans traitement, c'est potentiellement dangereux. On a aussi la même notion avec des parasites qui sont filtrables. On a des parasites, des formes parasitaires qui font 30-40 microns, qui sont potentiellement filtrés et donc qui vont être contenus dans ces boues. Alors, en fonction de la durée de vie et du stade qui va être capté, on peut les réinoculer en tête de circuit. Donc, il y a une analyse à avoir au cas par cas et je pense que là, il est urgent de ne pas tirer de généralité là-dessus, d'étudier le couple pathogène et son cycle pour en juger. Après, il y a des outils qui permettent de les stériliser aussi. Donc Voilà, ça j'allais dire aussi, c'est à quel endroit de la boucle on imagine les réintroduire. Si dans la boucle on a effectivement un système, par exemple, d'ozonation, etc., bah, on va les réintroduire juste avant, comme ça, bah, là on va se dire on va pouvoir les nettoyer directement et revaloriser cette eau en étant à peu près sûr d'un point de vue sanitaire de ne pas faire de bêtises, quoi. Donc il y a aussi la notion de la place de cette boucle, même si c'est des boucles qui tournent finalement parallèlement, comme notre dénitrification par exemple, c'est des boucles qui sont en périphérie de la boucle principale, mais l'endroit où elles interfèrent, l'endroit où ça sort et l'endroit où ça rentre, est aussi tout à fait à réfléchir effectivement d'un point de vue et technique et pratico-pratique et surtout sanitaire, effectivement. Juste un petit mot, je voudrais juste interférer en disant qu'il ne faut pas oublier l'aspect économique de tout ça, hein, c'est-à-dire qu'on a déjà du mal en abordant un RAS relativement simple, avec une économie d'eau relativement raisonnable, du genre du 1 mètre cube kilo dont on parlait hier. J'ai du mal à produire de l'argent et il faudra bien y arriver. Donc, avant de se lancer dans l'idée de récupérer l'ultime jus qu'on va obtenir du pressa des boues, il faut peut-être s'occuper de gagner de l'argent à produire du poisson dans les races. Bon, enfin, c'est un commentaire personnel. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Didier. C'est que du coup, nous, on est obligé d'avoir un coup d'avance et c'est notre métier. Donc, on essaye. Absolument, absolument. Et comment je veux dire, je suis tout à fait d'accord. Après, c'est pour ça aussi que notre coup d'avance, on essaie de l'avoir aussi d'un point de vue économique, c'est-à-dire de faire de ce déchet potentiel un produit potentiel. Et là, on peut imaginer au moins que notre système de traitement ne coûte rien, hein, entre guillemets, et voir qu'il puisse rapporter. Là, on n'en est pas encore là, mais c'est vraiment essayer d'intégrer cette notion, évidemment, d'économie dans nos pistes de valorisation. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais pour rebondir sur ce que tu disais aussi, en disant finalement, on perd beaucoup d'eau par le tambour quand on arrive à des systèmes qui sont très, 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 très fermés, donc qui descendent en dessous d'un mètre cube kilo. On se heurte au fait que l'essentiel de la fuite d'eau se fait par le tambour. Moi, j'ai appliqué à plusieurs reprises des décanteurs cycloniques simples sur ces eaux de lavage du tambour pour en récupérer ne serait-ce que 75%. Ah bah Ça oui, coûte oui. absolument rien. C'est Clair. du gravitaire pur. C'est à l'intérieur de la boucle, un petit cylindre conique qui permet de traiter les 3, 4, 5 mètres cubeurs du lavage de tambour. Et on a déjà récupéré 75% de la flotte sans rien foutre, quoi. Donc Exactement. il faut y aller très progressivement. Et le jus des boues, quand on en sera à récupérer le jus des boues des presses,
franchement, super, hein, on sera content. Mais dans un premier temps, il faut le rediluer dans son effluent principal. Oui. C'est des solutions qui vont se faire à raison de 1 pour 1000 ou 1%. Elles n'impacteront pas, ce petit jus n'impactera pas le flux de matière qu'on va renvoyer vers le milieu. Voilà. Enfin bon, Oui. ça n'empêche pas effectivement que la recherche cherche, c'est son métier. Hein, Merci Didier pour cette information complémentaire. Pour revenir aux questions, une dernière avant du coup le départ de la prochaine présentation par Jean Ruche. Pour faire le lien entre les deux présentations encore, a-t-on étudié l'effet des plantes sur la gestion du quorum sensing pour les eaux renvoyées vers le RAS en aquaponie? Donc quorum sensing, peut-être tu peux préciser Mathieu ce que c'est. Je crois que c'est des bactéries. Mathieu, moi ou Mathieu, l'autre? Les deux, c'était pour faire le lien entre les deux, mais celui qui sent le plus à même. Alors, la relation du coup impact aquaponie versus état sanitaire des animaux et éventuellement un impact potentiel via des substances potentielles relarguées, si j'ai bien compris, ou des substances potentielles ou un quorum bactérien effectivement différent en fonction du du coup de notre milieu. C'est des choses qui sont alors très 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 très, je dirais. Qui sont en cours de prospection. Encore une fois, la recherche essaye d'avoir des coups d'avance. Désolé, je suis occupé. Là, nous, via, comme je parlais hier, tout un tas de recherches sur qu'est-ce qui va se passer. Alors, quand je dis nous, c'est à l'échelle internationale, hein, ce n'est pas que la PEMA. Des recherches sur les populations bactériennes du biofiltre en elle-même, déjà. Qu'est-ce qui se passe là-dedans plus précisément et pas seulement à la boîte noire qui, certes, transforme notre ammonium en nitrite et en nitrate. Et après, effectivement, quand on couple un système aquaponique, qu'est-ce qui se passe aussi d'un point de vue de tout le quorum bactérien qui peut se développer, y compris dans la partie plante, qui pourrait éventuellement expliquer, c'est des choses qui commencent à sortir un peu, des performances de production végétale qui sont très bonnes, voire améliorées par rapport à l'hydroponie, par exemple, où là, on est dans un milieu stérile quasiment, alors que là, on est dans un milieu qui vit, hein, même si on est en support comme en hors-sol, on a un milieu où on a de la vie bactérienne et autres dans notre milieu. Donc après, la question est très large et très prospective, mais c'est des choses qui peuvent s'imaginer et sur lesquelles on essaie d'imaginer, enfin de renseigner. Il y a des chercheurs qui sont là-dessus, essayer de voir déjà les différentiels de population bactérienne entre un RAS simple, un RAS avec de l'aquaponie ou de l'hydroponie simple quand on imagine la partie culture végétale. Donc après, voilà, il y a sur la partie aussi substances potentiellement sécrétées par les végétaux qui ensuite auraient un effet bénéfique sur les poissons quand on mélange les deux en aquaponie. Ça, pour le coup, c'est plutôt Mathieu qui pourrait répondre, mais clairement, c'est très, très prospectif, quoi. Pourquoi pas? Et pourquoi pas dans un sens comme d'un autre, j'ai envie de dire, parce que… Après, je pense qu'on n'a pas encore les outils nécessaires. On est à l'aube de pouvoir caractériser ces choses-là. Nous, au niveau santé, on travaille sur des zones comme ce qu'on appelle le microbiote digestif, stomacal, intestinal, où avec les outils de séquençage de masse, on commence à avoir des profils de population bactérienne. Mais là, on passe la séquence au-dessus parce qu'avant, le petit Veto, il faisait son petit ensemencement sur une gélose et puis il trouvait la bactérie pathogène. Aujourd'hui, le prélèvement, on l'envoie dans un système qui fait du séquençage de masse et il faut un ingénieur biomédical et biostatisticien pour traiter Exactement. le truc. Donc, moi, je suis resté à la Texas Instruments version collège et là, je ne maîtrise plus l'outil. Je veux bien l'interpréter et participer à la réflexion. Mais clairement, aujourd'hui, on est sur une phase prospective et fort celui qui pourra apporter des leçons là-dessus ou des conclusions. Et l'outil évolue à vitesse grand V, donc demain peut-être, aujourd'hui pas encore. Non, mais c'est une question qu'évidemment on se pose.